à toutes et à tous, émission spéciale sur Radio Campus. Nous nous retrouvons pour le grand échange avec le professeur Fontaine, dans une émission autour des évolutions de l'enseignement médical et du regard sur la pratique médicale justement. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bonjour monsieur le professeur Fontaine. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Pour vous accueillir, Hippolyte en deuxième année de médecine. Bonjour. Et moi-même également en deuxième année. En préambule, le débat est réalisé par l'Actualiteam, groupe d'émissions de débat étudiants, avec le journal de la faculté de médecine de Lille, Médecins sans tabou. Monsieur le professeur Fontaine, vous êtes donc chirurgien orthopédique. Vous vous occupez également de la chirurgie du handicap neuro-orthopédique, de la chirurgie de la main et du membre supérieur. Et vous êtes également membre de la Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique, de la Société française de la chirurgie de la main et membre du Collège des enseignants en chirurgie de la main. Monsieur le professeur, première question. Quelle est l'avancée médicale la plus flagrante dans l'exercice de votre profession dont vous avez été témoin ? C'est bien difficile de choisir parce que tous les 10 ou 15 ans, il y a une innovation dont il est difficile de dire sur le moment si elle va primer sur les autres et dont le plus souvent que l'on voit perdurer, montrant que c'était un acquis utile. Et il y en a eu comme ça une série. Alors si on veut faire un peu d'histoire, il y a eu l'apparition des prothèses articulaires dans les années 60, là j'étais encore dans les Langes. Ensuite il y a eu la microchirurgie, qui a permis en particulier le développement de la chirurgie reconstructrice à une très grande échelle. Il y a eu l'arthroscopie qui a été le prélude à la chirurgie qu'on dit aujourd'hui mini-invasive, donc par des trous de souris. Il y a eu les robots, et dans les robots, il faut distinguer les robots qui permettent aux chirurgiens d'aller dans des endroits peu accessibles, par exemple comme le petit bassin pour les gynécologues obstétriciens ou les urologues, et puis mais même pour le chirurgien orthopédiste, pour faire de la chirurgie du plexus brachial par des petites incisions. Et puis, il y a la chirurgie qui est aidée par l'imagerie médicale et qui permet de faire des vissages percutanés pour les sacroiliaques, de faire des vissages percutanés pour les fractures du scaphoïde. Et toutes ces innovations, ça continue aujourd'hui. On opère toujours sous radioscopie ou maintenant avec des aides de visée tridimensionnelles. On continue à mettre des prothèses articulaires dont on peut espérer que les améliorations vont se poursuivre pour qu'elles durent le plus longtemps possible. Donc, une avancée là-dedans, c'est bien difficile de dire quelle est la plus importante. Elles ont toutes apporté leur pierre à l'édifice et je dirais qu'aujourd'hui, celle qui me semble la plus intéressante, récemment, ce sont les imprimantes 3D qui vont travailler sur du tissu biologique pour faire des prothèses encore plus proches de la réalité. Ça me semble quelque chose de vraiment nouveau. Quels en seront les développements, j'en sais rien et peut-être ne les verrai-je pas. C'est sûr, du coup, pour aller plus d'un développement continu de l'évolution des pratiques, hein, à peu près au compte-gouttes, plutôt que de grandes arrivées toutes les 5 à 10 ans. Oui, mais c'est le fruit de la réflexion humaine en général que de chercher à s'améliorer, que de se poser de nouvelles questions et donc de chercher et de trouver des réponses. Et il ne faut pas méconnaître non plus le fait que une nouveauté, encore pire si elle est très bien présentée, ne doit pas être résumé à ces aspects positifs et qu'il faut se souvenir qu'il y a, comme dans n'importe quel médicament, des effets positifs et des effets pervers. Et donc, il ne faut pas que, parce qu'une innovation arrive sur le marché, on se laisse attirer par les sirènes, surtout celles de la publicité, par les promoteurs qui soient médecins parce qu'ils ont conçu l'innovation ou industriels parce qu'ils veulent en tirer de l'argent. Il ne faut pas oublier que derrière, il peut y avoir des inconvénients, des effets secondaires, des failles. Et ce n'est pas parce que, par exemple, on invente un robot que ce robot va opérer mieux que le chirurgien.
il fera certainement des choses plus précises, mais il sera peut-être démuni devant une situation inattendue et peut-être qu'il explosera le fémur en mettant la prothèse de hanche que n'aurait peut-être pas fait le chirurgien. Donc il faut toujours se dire que ce que l'on propose a fait une avancée, on l'espère, mais qu'elle a des effets éventuellement négatifs qu'il ne faut pas occulter. C'est ce qu'on avait aussi abordé dans la dernière émission avec le professeur Chazard et les intelligences artificielles. Le robot est très bon sur ce qu'il sait faire, mais dès qu'on sort de son domaine d'expertise ou de nouveaux cas inédits, ça peut, comme vous dire, exploser un fémur, partir un peu en cacahuète. Alors justement, il y a 144 robots, en tout cas il y en avait 144 en France en 2019. Vous avez été témoin de l'avènement donc, des robots chirurgicaux. Pensez-vous qu'ils soient l'avenir de tous les chirurgiens dans 20 ans ? Alors, je ne le pense pas et je ne le souhaite pas, parce que d'abord, s'ils se développent, ce ne sera pas l'avenir des chirurgiens, mais ce sera leur mort, que je ne souhaite pas. Non, un robot, c'est un outil. C'est comme un microscope opératoire, c'est comme un marteau, une scie, un instrument de visée, c'est un outil. Des fois, c'est plus précis que le chirurgien, et effectivement, pour telle ou telle partie de l'opération, ça peut remplacer le chirurgien. Mais à un moment, en microchirurgie, les Chinois préféraient confier les sutures microchirurgicales à des petites mains, à des gens qui avaient été formés à ne faire que ça et qui étaient infoutus de faire autre chose, de mettre une plaque sur un os, de disséquer. Mais ils disséquaient, ils en disaient voilà, il y a 2 bouts de tuyau, vous les recousez, et les petites mains avaient des taux d'étanchéité meilleurs que le chirurgien, parce qu'elles ne faisaient que ça, et que le chirurgien, il devait avoir d'autres compétences. Donc, une petite main, un robot, ça peut remplacer une partie du geste du chirurgien en l'améliorant. Est-ce que ça peut remplacer tout le geste du chirurgien ? Je ne le crois pas, ne serait-ce que la voix d'abord. La voix d'abord qui, normalement, quand le chirurgien est au courant de l'anatomie, peut comporter la rencontre de variations anatomiques qui ne sont pas connues du robot. Et s'il a une artère devant lui qui n'est pas connue dans sa mémoire, il la coupe et c'est pas bien. Bon, ça peut aussi arriver au chirurgien, je vous rassure. Donc voilà, un chirurgien, je crois que ça ne doit pas être regardé comme seulement des mains qui font un geste technique, fût-il compliqué. Un chirurgien, ça a un cerveau. Alors, peut-être moins développé que celui d'un grand savant. Enfin, ça a un cerveau quand même. Un chirurgien orthopédiste, ça en a un aussi. Plus petit, vraisemblablement. J'ai un bon ami neurochirurgien qui me racontait la blague suivante. Les chirurgiens orthopédistes n'ont qu'un seul neurone et ils se le passent en garde. Bon. Alors, je pense quand même qu'on en a un peu plus, parce que comme je vous fais le tractus corticospinal en cours, vous savez au moins qu'il y en a 2. Mais donc un chirurgien, c'est un être pensant, ça n'est pas qu'un ouvre-boîte et un robot. Ça participe à l'indication opératoire, et je pourrais éventuellement en parler tout à l'heure avec la chirurgie des handicapés neurologiques. Ça discute avec les autres pour trouver la meilleure solution pour le patient. Ça discute au sein de l'équipe chirurgicale pour savoir quelle est la meilleure tactique à adopter. Et après, ça met en œuvre ce plan thérapeutique qui, encore une fois, ne doit pas être résumé à une succession de gestes techniques, parce que c'est ça la chirurgie. C'est une succession de gestes techniques. On coupe, on enlève, on répare, on referme, et tout ça, on le fait avec des gestes simples. Mais c'est l'enchaînement des gestes qui doit être programmé comme il faut, et ça n'est pas, à mon sens, la partie la plus noble du métier de chirurgien. Mais là-dedans, je ne suis peut-être pas un bon exemple, un bon représentant des chirurgiens. Il y a beaucoup de mes collègues chirurgiens qui prennent, comme on dit, leurs pieds en opérant. Pas moi. Et donc vous le prenez où ? T'es bien indiscret. Ah d'accord. Non, mais pour moi, ce que je préfère, il y a 2 moments dans la rencontre avec le malade. C'est
la démarche diagnostique, c'est-à-dire quand le malade vient vous voir sans que tout le dossier soit déjà complètement ficelé, et donc que vous avez un effort à faire pour débrouiller son problème et que vous y arrivez, ça pour moi c'est ce qu'il y a de plus passionnant, c'est comme une enquête policière, c'est fort à la mode les enquêtes policières, à la télé on voit que ça, mais devant les malades c'est pareil, donc vous pouvez prendre votre pied comme dans un roman policier simplement avec votre malade. Et puis c'est à la fin, quand on revoit le malade, c'est quand on a ébauché pour lui un arbre thérapeutique, qu'on se souvient comment il était avant, et puis qu'on voit qu'on l'a amélioré un peu, beaucoup, passionnément. Et là, on peut être content. Mais comme nous ne sommes que des hommes, des fois, nous faisons des erreurs d'indication ou des erreurs techniques, et donc des fois, on ramasse des râteaux, et ça fait du bien. Alors, pas sur le moment, mais ça évite qu'on se prenne la grosse tête et qu'on se prenne pour le bon Dieu. On n'est que des hommes, il faut le s'en souvenir, mais c'est aussi ça qui fait la noblesse du métier. Comme on dit, l'erreur est humaine, hein. Mais pour en revenir à ce que vous disiez, comme ce que vous aimiez dans le métier ici là de chirurgien, c'est un peu pareil pour moi. Je désire faire médecin généraliste, hein. C'est pas chirurgien du tout, c'est plus pour le rapport avec le patient. Avoir un suivi continu avec le patient, c'est un peu, j'idolâtre peut-être un petit peu vu que je suis encore en études, mais c'est vraiment sur des petites actions, mais vraiment le suivre et l'aider comme il peut pour qu'il aille mieux. Du coup, mais connaître le patient, c'est de plus en plus difficile actuellement parce que on devient tous hyper spécialisés. Alors, il y a le spécialiste du tissu nodal, il y a le spécialiste de la valve, il y a le spécialiste de la coronaire, il y a le spécialiste du ménisque médial droit. On va très loin dans l'hyperspécialisation et du coup, dès que le patient n'est plus dans le domaine que l'on connaît très bien, on ne sait plus quoi faire et on a tendance à botter en touche. Alors, soit on demande des tas d'examens complémentaires inutiles, soit on transfère à un autre qui sait mieux. Et le médecin généraliste, là-dedans, il a l'avantage qu'il voit souvent le malade et que, normalement, il le connaît mieux. Et c'est une des choses que j'ai le plus aimé quand j'ai fait de la chirurgie des rhumatismes inflammatoires, c'est que les polyarthritiques, j'en voyais toutes les semaines, et il y en a que j'ai suivi pendant 35 ans. Il y en a que j'ai opéré qui avaient 18 ans, et je les ai lâchées, elles étaient déjà pratiquement grand-mères. Donc, à force de voir les gens, on les connaît bien, on connaît leur histoire. Je le ferai pas parce que ce serait indiscret, mais je pourrais vous raconter l'histoire de certaines patientes, parce que c'était quand même 85% des femmes, et je pense que je les connaissais aussi bien que leurs médecins généralistes. Pour l'histoire, après, pour ce qui est des traitements médicaux, à chacun son domaine. Hein. Je prescris peu. Du coup, on arrive à la question suivante. Enseignez-vous de la même manière que lorsque vous avez commencé? Quels sont ces changements? Eh bien, au risque de vous décevoir, j'essaye d'enseigner comme j'ai été enseigné quand j'étais à votre place, c'est-à-dire il y a une petite quarantaine d'années. Et je continue à le faire. J'espère qu'entre-temps, je me suis un peu amélioré. Et il y a en anatomie, alors peut-être pour les étudiants qui ne sont pas étudiants en médecine, il faut savoir que le prof d'anatomie, il fait encore des cours, quand on lui donne des moyens, il fait encore des cours au tableau noir avec des craies de couleur, parce que ça lui semble être le moyen le plus adapté pour expliquer sa matière aux étudiants. J'ai été enseigné comme ça par mes patrons. J'ai rencontré le professeur Maurice Laude, qui était professeur d'anatomie à Amiens, qui était un enseignant hors pair, qui m'a beaucoup appris. Et à mon tour, quand j'étais en situation, eh bien, j'ai passé une quinzaine d'années à essayer de transmettre le flambeau à ceux qui préparent les concours pour devenir maître de conférence ou professeur d'anatomie, parce que c'est ça aussi, en médecine, c'est un métier de compagnonnage. On apprend au contact du malade, mais avec les plus anciens qui vous montrent comment on fait, qui attirent votre attention sur des choses que vous n'imaginez pas.
Et l'enseignement, c'est pareil, ça se transmet, on explique, mais c'est interactif. Quand j'aidais les jeunes à préparer leur concours, je leur disais, moi, tu vois, je pense qu'il faut présenter la question comme ça, je pense qu'il faut préférer ce dessin-ci à ce dessin-là, mais de temps en temps, c'est eux qui m'apprenaient des choses. Et ils faisaient, parce que c'est comme ça qu'on passe les concours d'agrégation, ils avaient une question à plancher, ils faisaient leur question au tableau, ils disaient, tiens, c'est pas comme ça que je l'aurais fait, mais c'est bien ce qu'il fait. Et puis, ils faisaient une application pratique, une application clinique. Ah ben tiens, j'ai pas pensé à celle-là, j'en aurais pas. Donc, on apprend toujours. J'espère qu'aujourd'hui, je vous en apprends un petit peu, malgré mon grand âge. Un petit peu, beaucoup même, on peut le dire. Et même, c'est ce qu'on nous enseigne aussi en médecine, on nous l'a dit très clairement en arrivant en PACES, c'est un métier où on va apprendre constamment au cours de notre vie. Et on en revient à ce qu'on avait dit tout au début, à cause des changements fréquents, à cause de nouvelles visions qu'on peut nous apporter, comme vous venez de le dire. Durant votre carrière de professeur, avez-vous remarqué une démocratisation des études médicales ? Oui. Je pense que quand j'ai commencé, c'était déjà en route. Hein. Moi, je ne suis que le fils d'un représentant de commerce et d'une ex-secrétaire qui a arrêté pour élever ses enfants. Donc oui, il y a eu, mais déjà à l'époque, il y avait une certaine démocratisation. Je pense que ça s'est poursuivi. C'est une bonne chose que tous les étudiants puissent accéder aux études de médecine. Après, je regrette qu'il n'y ait pas de sélection à l'entrée avant même l'entrée en PACES. Ça éviterait le gâchis de la fin du concours de PACES. Ça me semble inutile de faire rentrer 3000 étudiants pour n'en retenir que 500 au bout du compte. Je pense qu'on pourrait faire une sélection avant, comme on fait dans les grandes écoles, mais voilà, il se trouve que ça n'est pas constitutionnel, et donc ça oblige les facultés françaises à gérer des flopées d'étudiants, ce qui n'est bon ni pour l'étudiant, ni pour l'enseignant. Vous préférez peut-être une sélection sur dossier dans ces cas-là ? Bien sûr. Quand tu prends le résultat du concours de PACES, tu le sais à l'avance. Tu sais que 90% des étudiants qui vont être reçus, ce sont des bacs S avec mention. Bon, déjà, si tu pouvais prendre ça, alors bien sûr, ça veut dire que tu peux laisser sur le bord de la route un étudiant qui viendrait d'une autre section ou qui n'aurait pas eu une mention et puis qui s'investirait. Oui, mais pour ces quelques exceptions, quel gâchis à côté. Enfin voilà, c'est ma position, j'en ai pas changé depuis 40 ans, mais elle n'est pas au goût du jour, elle n'est pas politiquement correcte. Pourtant, il y avait eu un débat sur quand on a changé avec le système de passe, il y a eu ce débat qui est arrivé pour la nouvelle réforme, qui n'a pas été retenu visiblement, mais c'est sûr que c'est impressionnant. Du coup, maintenant, pensez-vous que les études médicales sont de plus en plus dures ? Si on regarde simplement la proportion d'étudiants qui est reçue au bout de l'année, c'est à peu près pareil que quand j'ai fait mes études de médecine. On était reçus on en prenait 1 sur 5 ou 1 sur 6. Bon, c'est pas pire actuellement. Ce que je trouve plus difficile, vraisemblablement, dans les études de médecine, c'est que les quantités de connaissances ont augmenté. Qui demande certainement un effort de votre part. Mais maintenant, normalement, on ne vous attend plus tellement sur la quantité de connaissances que sur la capacité à aller trouver l'information là où elle se trouve. Enfin, c'est ce qu'on nous dit. On a toujours de la SSH pour la quantité de connaissances à apprendre. Ça restera toujours. Peut-on réaliser le premier cycle de la formation médicale à distance sans que cela n'altère notre capacité à être médecin ? Beaucoup d'étudiants se la posent, surtout dans notre promotion de Med 2. Déjà, la capacité à être médecin, c'est quelque chose de plus complexe que de réussir les examens. Parce que la capacité pour être médecin, ça suppose de l'écoute de l'autre, de l'empathie, la capacité aussi de prendre de la distance avec l'autre pour ne pas se laisser submerger par les émotions et faire son travail, je vais dire, plus technique. Donc, il y a d'autres choses que les études pour faire un bon médecin. Et effectivement, on peut faire un bon médecin en n'ayant pas un profil scientifique. Hein. Je ne jette pas la pierre
aux étudiants qui viennent d'autres formations. Je dis simplement que sur le plan de la rentabilité, il me semble qu'une sélection sur dossier aurait été meilleure. Donc, il y a d'autres aspects que les études pour faire un bon médecin. Et le fait de tout faire en virtuel, c'est un pis-aller. C'est pas une bonne solution parce que ça vous évite de vous confronter à la réalité. Alors, par exemple, pour les étudiants en médecine, s'il n'y a pas de dissection, vous ne savez pas ce que c'est qu'un cadavre. Vous ne savez pas ce que c'est que le volume. Alors, bien sûr, il y a des logiciels, il y a des programmes qui vous permettent de faire des dissections virtuelles. Bon, mais je pense que c'est un outil complémentaire, mais que ça ne remplace pas. Et puis surtout, il manque le malade là-dedans. Alors bien sûr, pendant le premier cycle, vous avez peu accès aux malades, mais au fur et à mesure que vous gravissez les années, en deuxième année, vous en avez un petit peu, en troisième année, vous avez plus, et à la condition que vous vouliez pratiquer, parce qu'il y a aussi de la part des étudiants une part que vous portez, c'est l'investissement que vous mettez dans votre formation pratique. Il y a énormément à apprendre sur le malade, ne serait-ce que la sémiologie. La sémiologie, c'est la base du diagnostic, mais si vous ne la pratiquez pas sur le malade, vous n'allez pas vous améliorer. Et c'est une des choses que je regrette et que malheureusement, je dirais, ça n'est pas une nouveauté qui est liée à la crise de la Covid. C'est quelque chose qui se profile depuis au moins 30 ans, où l'on voit que les étudiants s'intéressent de moins en moins à la clinique. Ils interrogent moins bien les patients. Oui, mais ça fait perdre du temps. Ils examinent moins bien les patients. Et quand on n'examine pas bien, eh bien, on ne trouve pas. Et donc, on doit se dire que ça ne sert à rien d'examiner puisqu'on n'a pas trouvé. Alors que quand on interroge bien et qu'on examine bien le patient, 9 fois sur 10, on fait le diagnostic. Et les examens paracliniques, ça ne vient, comme leur nom l'indique, qu'à côté, et je dirais même après la clinique. Je pense que c'est ça. Moi, c'est comme ça que je consultais. J'interroge, j'examine, j'imagine quel est le ou les diagnostics, et à ce moment-là, je choisis les examens les mieux à même de conforter mon diagnostic. Et pas, vous venez pour une douleur du genou ou pour une douleur d'un membre, je vais vous faire une échographie, une IRM, un scanner, un arthroscanner. Non, on interroge le malade et puis on sélectionne l'examen. Et une fois qu'on a fait ça, on revoit le malade. Alors, si on a eu le bon, on ne peut pas voiser. On dit, voyez, je l'avais dit avant que vous passiez l'examen. Et puis, on lit le compte-rendu, ou mieux, on regarde l'examen quand il n'a pas, comme malheureusement les imageries aujourd'hui, 1 millier d'images. On regarde l'examen, on l'interprète soi-même et après on regarde ce qu'a dit le radiologue. Comme ça, on apprend à interpréter. Alors, moins bien que le radiologue. Encore que des fois, on peut voir des choses que le radiologue n'a pas vues. Ça m'est arrivé. Pas souvent, mais ça m'est arrivé parce que c'est pareil. Le radiologue, il n'est pas infaillible. Et si on ne regarde pas l'examen et qu'on fait confiance à ce qu'a dit le radiologue, dans le cas sur 100 où il s'est trompé, où il a oublié un truc, le patient, il va de spécialiste en spécialiste qui regarde le compte-rendu et qui ne se rendent pas compte qu'il y avait quelque chose qui était visible, mais comme ils n'ont pas regardé l'examen, tout le monde passe au-dessus. Et ça, c'est du vécu. Donc, pour moi, c'est ça une démarche diagnostique. Et quand on examine correctement le patient, on arrive au diagnostic et quand on n'y arrive pas bien, on affine son sens clinique. Quand j'étais étudiant à votre place, toutes les douleurs de l'épaule, on disait c'est une périarthrite scapulo-humérale, ça recouvrait notre ignorance. Bon, tout ça a été démembré. Maintenant, on connaît mieux les différentes pathologies acromioclaviculaires, supraépineux, les lésions du labrum, etc. Mais en même temps, ça, on a été aidé par l'imagerie médicale. Mais en même temps, les cliniciens ont regardé, ont essayé de voir s'il y avait des signes plus spécifiques de telle ou telle pathologie, ce qui leur permet aujourd'hui de dire
je suis quasi sûr que vous avez un problème de supraépineux. On va vous faire un examen, pas tellement pour confirmer le diagnostic, mais pour préciser quelle est la taille du trou. Et donc, le fait de travailler avec les radiologues en bonne intelligence, et on pourrait dire la même chose, je pense, pour les examens biologiques, à la condition qu'on fasse une démarche d'amélioration mutuelle, ça nous permet de nous améliorer. Et ça, donc je reviens à mon propos, je trouve que les étudiants, j'ai constaté que les étudiants, et là encore, j'aime pas faire des généralités parce que on est forcément dans l'erreur. Je trouve que la gent étudiante ne regarde pas assez les patients. Mais parmi vous, il y en a qui sont encore intéressés et qui vont apprendre. Mais à côté de ceux qui sont intéressés, il y en a beaucoup qui ne lèvent même pas le cul de leur chaise quand ils sont à la consultation. Ils sont assis à 2 mètres de nous. On interroge le patient. Ils peuvent rester assis, mais quand on examine une main, c'est tout petit une main. Si l'étudiant ne lève pas son cul pour venir voir comment on fait, il ne peut pas apprendre. Et il y a au moins 3 étudiants sur 4 qui restaient le cul vissé sur leur chaise. Donc ça, je trouve ça regrettable. Et après, quand on ne sait pas, on ne fait pas bien. Là aussi, on va prendre l'exemple de l'examen clinique du genou dont on a fait sur le cours il y a 2 jours. Quand on sait examiner, on dit, voilà, il y a un épanchement, il y a une douleur sur l'interligne fémoro-tibiale médiale, il y a un grinding test, donc je sais que c'est une lésion du ménisque. Mais si on ne sait pas examiner, et j'en ai vu, on s'approche du patient, alors on ne veut pas faire celui qui ne sait pas, alors on lui fait 3 papouilles sur le genou, mais on n'a pas cherché le tiroir, on n'a pas vraiment cherché l'épanchement. Il faut être honnête avec le patient. Vous devez apprendre, vous devez connaître votre sémiologie, ou alors il faut faire un autre métier. Pour revenir sur ce que vous avez dit, le problème aussi de la transmission, vu qu'on avait dit que la transmission était un peu générationnelle, d'anciens à nouveaux médecins, si l'ancien ne sait pas forcément bien faire, comme vous avez dit, il passe plus facilement à une dépendance du paraclinique, avec en première intention un examen paraclinique plus qu'un examen clinique, et qu'il l'enseigne à son étudiant, on peut avoir une forme de cycle dans ce sens-là ? C'est possible. Dans la spécialité que j'ai exercée, je n'ai pas eu l'impression que mes collègues n'examinaient plus bien leurs patients. Ceux que j'ai vus fonctionner avec moi, je ne sais pas, professeur Migaud, professeur Pasquier, professeur Ménou, ils interrogent, ils examinent leurs malades d'abord, et ce sont de bons cliniciens. Et après, ces défauts-là sont progressifs. Effectivement, ça se transmet de génération en génération. Et puis, des fois, ça va plus vite. Si tu veux consulter les patients en 5 minutes au lieu d'une demi-heure, t'en vois 6 fois plus. Donc, si tu es en libéral, tu gagnes 6 fois plus d'argent. Mais en 5 minutes, tu fais rien. Tu dis « Bonjour, madame ». Tu lui laisses le temps, la minute pour qu'elle signe son chèque. Et tu as 4 minutes pour parler et pour l'examiner. Donc vous venez pourquoi ? Vous avez mal au genou, vous avez mal au poignet. Je vais vous prescrire une IRM, vous revenez me voir. Ça peut aussi être une démarche de chirurgiens plus anciens qui éventuellement connaissent la sémiologie, mais trouvent plus intéressant d'enchaîner les patients et les feuilles de soins. Là, on arrive aussi dans un grand problème d'hôpital qu'on a vu avec un peu le surnombre de patients qu'on a pu voir, ou qu'on voit aussi dans Libéral, avec des patients qui s'enchaînent à la chaîne, plus que ça devient plus un dilemme entre bien soigner son patient avec un long examen qui sera tout de suite déterminant et qui sera plus pratique à la fin, ou au contraire vouloir traiter moins bien plus de patients. C'est juste un constat que j'avais un peu fait, et pour avoir votre avis là-dessus, ça serait intéressant, je trouve. Je pense que chaque patient mérite qu'on y passe du temps. Il y a des démarches qui peuvent être faites en 10 minutes. Il y en a pour lesquelles il faut 1 heure. Et bien, quand il faut 1 heure, il faut se donner les moyens.
Je vais prendre un exemple. De temps en temps, on a des patients qui nous sont envoyés. Alors, ils ont des choses que le médecin traitant et d'autres spécialistes n'ont pas compris, alors on nous l'envoie. Bon, ce sont des malades psychosomatiques, ou parfois même des simulateurs, c'est beaucoup plus rare, ou des gens qui ont des manifestations physiques pour des problèmes corticaux dont ils ne sont pas responsables, mais qui font qu'ils ont une attitude vicieuse qui se développe, par exemple, au niveau d'un membre. C'est pas une situation, d'abord, que l'on peut débrouiller en grand comité. Et donc, c'est pas avec 12 étudiants autour de soi qu'on peut aborder des problèmes complexes où on va devoir gratter et puis demander aux gens, voir un peu s'ils n'ont pas un passé psychiatrique par derrière. Il faut du colloque singulier. Et puis, pour démonter l'affaire, et surtout pour l'expliquer aux patients, il faut du temps. Parce que quelqu'un a mal au genou, il vient, vous lui dites, c'est le ménisque que je vous opère demain, il s'y attendait. Quelqu'un qui vient vous voir parce qu'il a le poignet enraidi dans une position anormale, et que vous lui dites que c'est pas dans le poignet que ça se passe, mais dans sa tête, vous êtes obligé de lui expliquer ce qui vous a amené à penser comme ça, et puis à le lui présenter d'une façon qui soit audible, qui ne ressorte pas du cabinet en disant le docteur il m'a dit que j'étais fou. Donc ça nécessite du temps. Quand vous avez un patient comme ça devant vous, vous lui dites poliment, en espérant qu'il comprenne, que son cas est difficile, que ça nécessite plus de temps que vous ne pouvez lui consacrer ce jour-là, et vous le faites revenir un autre jour sur un créneau d'1 heure où vous allez pouvoir faire votre travail correctement. Et ça se heurte, par exemple, aux déserts médicaux aussi, et justement, le médecin qui doit prendre une liste à rallonge de patients, et donc pour essayer de soigner tout le monde, en tout cas de prendre tout le monde, réduire ces temps de... Oui, alors ça, je fais pas de la santé publique, c'est pas de moi qu'il faut attendre les solutions sur les déserts médicaux. Les déserts médicaux, ils sont sociétaux. Oui. Les populations ont migré de la campagne vers les villes, et même des villes moyennes vers les villes plus grosses, donc il y a des déserts médicaux parce que les docteurs, ils suivent les mêmes flux. Et dans ma génération, avant même, mon beau-père était médecin généraliste, il faisait les accouchements, il se levait la nuit pour faire les accouchements, il travaillait 7 jours sur 7, un peu moins le dimanche, mais 7 jours sur 7. Il n'y a pas un médecin, pas un étudiant aujourd'hui qui accepterait de travailler dans ces conditions-là. Pourquoi ? Parce que vous voulez la même vie que vos contemporains. Et dans ce sens-là, vous avez raison. Sauf que vos contemporains, ils aimeraient bien que les docteurs d'aujourd'hui se comportent comme les docteurs d'il y a 50 ans. Et voilà, les docteurs d'aujourd'hui ne sont pas corvéables à merci. Ils veulent une qualité de vie voisine de celle de l'ingénieur qui habite à côté. C'est sûr. Pourquoi avoir choisi d'exercer la chirurgie des mains ? Alors, je n'ai pas choisi d'exercer la chirurgie des mains. D'abord, il faut savoir que un parcours, le choix d'une carrière, c'est rarement un chemin rectiligne. Ça peut l'être. Moi, mon fils a dit quand il était en première, moi je vais être commissaire de police. Il est commissaire de police. Bon, très bien. Et moi, j'ai voulu faire médecine pour faire de la recherche médicale. Bon, il se trouve que mes notes de physique, chimie, tout ça, c'était, en première année, c'était pas extraordinaire. Et puis j'ai pas été séduit. Alors, j'étais un bon élève important au lycée, et j'étais pas très content de mes notes d'anatomie en première année. Alors, je me suis inscrit à ce qu'on appelait à l'époque des conférences d'anatomie. C'était fait par des chefs de clinique, si vous voulez. Et toutes les semaines, on avait une planche comme une conférence d'internat. On était un petit groupe de une demi-douzaine ou une dizaine. Et puis, voilà, on avait le cavum tympanique. Tu me prépares ça pour la semaine prochaine. Mais pas des petits trucs, un peu comme des questions d'agrégation. Oh, puis j'ai été séduit. Et c'est comme ça que je suis rentré en anatomie. Donc, parce qu'ils m'ont dit, tiens, Fontaine, t'es pas trop mauvais, là. Si tu veux, on peut te faire rentrer au labo. Donc, en 3e année de médecine, je suis rentré au labo. J'y suis resté jusqu'à aujourd'hui.
Bon, après, je me suis dit, ben voilà, t'es reçu à l'internat, qu'est-ce que tu vas faire? On peut tout faire. Après, il y a des trucs qui vous séduisent plus ou pas. Moi, la psychiatrie, ça me séduisait pas trop, parce que moi, je voulais du palpable. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce qui va bien avec l'anatomie? La chirurgie. À l'époque, l'imagerie, il n'y avait pas le scanner, il n'y avait pas l'IRM, donc il n'y avait pas l'imagerie en coupe. C'était pas encore fortement lié, l'anatomie et l'imagerie. Donc, je me suis dirigé vers la chirurgie. Et comme mon conférencier d'internat était un chirurgien digestif, tout naturellement, je me suis dit, tiens, je vais faire comme lui, parce que j'avais de l'admiration pour mon conférencier. Et donc, j'ai commencé par faire de la chirurgie digestive. Et puis, je suis tombé sur le patron de mon conférencier, qui aurait donc pu être le mien, qui s'est comporté avec moi comme un sagouin, et qui, propos parfaitement injustifiés, m'a dit un jour, Fontaine, vous mentez. Bon, moi, j'ai un certain amour-propre, et moi, j'ai dit, je ne peux pas travailler avec ce type-là. Un type qui ne me respecte pas, moi, je respecte pas seulement mon patron, mais aussi les gens qui travaillent avec moi et puis le personnel. J'attends que l'on me reconnaisse pour ce que je crois être. J'ai abandonné la chirurgie viscérale et j'ai fait de la traumato. Le lendemain, je suis allé frapper à la porte de mon futur patron. J'ai dit, monsieur, est-ce que vous avez une place pour moi? Il m'a dit oui. Voilà. C'est comme ça que je suis devenu chirurgien orthopédiste. Et j'ai oublié de dire, c'est qu'avant, j'avais même pensé faire de la neurochirurgie parce que ce que j'adorais et ce que j'adore toujours en anatomie, c'est la neuroanatomie. Et je me disais, c'est bien. On a un accident vasculaire cérébral du tronc cérébral, on a un syndrome alterne, ça c'est de la sémiologie, ça marche bien. Bon, la neurochirurgie de l'époque était assez grossière et ça ne m'a pas enthousiasmé. Donc je suis parti vers de la chirurgie orthopédique. Mais en chirurgie orthopédique, déjà à l'époque, vous deviez être chirurgien du rachis ou chirurgien du membre supérieur ou chirurgien du membre inférieur. Depuis, ça s'est affiné. Maintenant, il y a la hanche, le genou, le pied, l'épaule, le poignet. Bon. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas de devenir le spécialiste d'une articulation alors que j'étais prof d'anat et que je connaissais l'ensemble du corps humain. Donc, j'ai cherché des pathologies qui me permettaient de voyager dans l'ensemble du corps. J'ai trouvé les rhumatismes inflammatoires, la polyarthrite, parce que comme ça touche toutes les articulations, une semaine j'opérais une épaule, la semaine d'après je faisais un coude, la fois d'après je faisais un pied, un genou, deux hanches, des mains. Alors, c'est sûr que dans cette chirurgie-là, j'ai plus d'attrait pour la chirurgie du membre supérieur et pour la chirurgie de la main. Mais pour les polyarthritiques en particulier, ces gens-là, ils demandent d'abord à pouvoir marcher et ils ont d'abord besoin qu'on leur opère les membres inférieurs avant qu'on leur opère les membres supérieurs. Et puis avec les nouvelles biothérapies, à partir des années 2000, on a vu le nombre de polyarthrite rhumatoïde à opérer diminuer, et tant mieux pour les patients. Mais du coup, moi, je me serais retrouvé au chômage technique. Et juste à ce moment-là, il y a mon collègue de rééducation, André Thévenot, qui me dit « Tiens, tu connais personne qui s'intéresserait à la chirurgie du handicapé neurologique ?» Alors, handicapé neurologique, c'est essentiellement des hémiplégiques vasculaires ou des traumas crâniens, c'est un peu de paraplégiques, ce sont des scléroses en plaques, ce sont des hérédodégénérescences spinocérébelleuses, enfin, des maladies qui altèrent gravement la fonction et qui font des patients de vrais handicapés et pas des gens qui ont un petit peu mal en dessous du pied de temps en temps ou qui peuvent plus courir 30 km comme avant, des vrais handicapés. Eh bien ça, j'ai dit, mais moi ça me plaît, ça m'intéresse. Hein, et là encore, on opère plus de membres inférieurs parce qu'il faut d'abord qu'ils marchent, ces gens, pour sortir de chez eux et qu'ils ne restent pas isolés, que de membres supérieurs. Mais ça m'intéresse. Non, ça m'intéresse aussi d'améliorer la fonction des gens. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis intéressé, que je me suis orienté. C'est des questions de rencontre. Alors, je me permets de vous poser une question qui est plutôt issue des étudiants. En fait, c'est un peu... la chirurgie traumato paraît être un peu différente des autres chirurgies. D'après vous, vous la décriverez-vous comme plutôt, voilà, on manipule des clous, gamma, ou bien, voilà, visseuse, perceuse? Est-ce que vous pensez plus que c'est un peu, ça ressemble plus à du gros œuvre, ou bien justement, c'est la chirurgie la plus précise?
Bon, d'abord, je ne me permettrai pas de dire que c'est la plus ou la moins, parce que ça supposerait que j'ai une connaissance exhaustive des autres disciplines, et je ne voudrais pas jeter le discrédit dessus. Après, si on regarde un chirurgien orthopédiste qui doit enfoncer un clou de fémur sur un obèse de 130 kilos et qui tape avec une grosse masse, ça ne fait pas chirurgie fine, c'est sûr. Mais dans la traumatologie, vous avez aussi le patient qui a passé sa main dans une machine et auquel vous allez réimplanter des doigts et pour lequel vous faites de la chirurgie sous microscope. Donc il y a tout un éventail d'interventions et vous ne pouvez pas réduire une pratique à une seule opération ou à un seul geste. C'est de la chirurgie reconstructrice qui a grandement bénéficié des matériels d'ostéosynthèse et puis des matériaux prothétiques. Et du coup, toujours dans le même état d'esprit, quelle est l'opération qui vous a le plus marqué de votre carrière ? Je te disais tout à l'heure que pour moi, ce qui marque, c'est la démarche diagnostique avant et c'est de constater le résultat après. C'est pas le geste. Le geste lui-même, c'est une succession de gestes élémentaires pour peu que tu les possèdes tous techniquement. Et mettre une vis, c'est pas très sorcier. Recoudre un tendon ou de la peau, c'est pas très sorcier. Recoudre un bout de tube digestif, c'est pas très sorcier non plus. Tout ça, ce sont des gestes élémentaires. Alors, j'ai fait une fois dans ma vie une opération qui sortait de l'ordinaire, une corporectomie de la 12e vertèbre thoracique pour une tumeur par une thoraco-phréno-laparotomie. C'est pas de la chirurgie qu'on fait tous les jours en chirurgie orthopédique. Mais voilà, je l'ai fait une fois, c'était techniquement difficile. Bon, voilà, ce jour-là, j'ai dit, quand même, j'ai su le faire. Mais c'est pas ça qui me reste de mon métier. Ce qui me reste de mon métier, c'est tous les patients que j'ai pu améliorer, et puis quelques-uns que j'ai pas améliorés, mais dont l'échec m'a appris des choses. Parce qu'on apprend beaucoup de ces échecs et très peu des succès. Mais du coup, toujours dans le même débat, quel est le patient, avec l'histoire que vous avez eue avec de avant-après, qui vous a le plus marqué ? Oh, il y en a beaucoup. Et ce sont des rencontres humaines. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que le cas du patient, ça pouvait être une polyarthritique parmi d'autres, ou un handicapé neurologique, mais j'ai plus d'affinité pour les polyarthritiques, parce que les handicapés neurologiques, une fois que vous les avez opérés, vous les revoyez que quand il y a quelque chose quand le résultat se dégrade, par exemple. Alors que les polyarthritiques, je vous ai dit, à cause de la maladie qui était évolutive, vous continuez à les voir. Donc, parmi ces patientes-là, j'en ai plusieurs auxquelles je penserais plus volontiers, mais pas parce que je leur aurais fait des programmes opératoires démentiels, encore qu'il y en a certaines qui ont eu. Il y en a une qui les comptait, elle en était à plus de 25. Enfin, elle comptait aussi les ablations de matériel. Mais ça reste beaucoup quand même. Oui, quand tu as une polyarthrite et qu'on te fait 2 prothèses d'épaule, 2 prothèses de coude, 2 arthrodèses de poignet, 2 prothèses de hanche, 2 prothèses de genoux, 2 arthrodèses d'arrière-pied, 2 chirurgies d'avant-pied, le rachis cervical, bon, tu as déjà fait un beau cahier opératoire. Hein. Bon. Donc, il y a des patientes qui ont comme ça des gros programmes opératoires, mais celles dont je me souviens le plus, c'est celles avec lesquelles j'ai eu les rapports les plus intimes, en toute honnêteté, bien sûr. Des gens avec lesquels que je connais très bien, des gens que j'admire, parce que il y a une femme qui avait la malchance d'avoir un mari insuffisant rénal qui a fait une septicémie, qui est décédée. Elle avait une polyarthrite rhumatoïde pourrie. Et elle restait gaie. Elle était courageuse. Cette femme-là, elle m'a marqué. Mais voilà, il n'y a pas que le côté technique, et même, quand je dis technique, même le côté diagnostique ou arme décisionnelle. Il y a le rapport à la personne. Quel est le fil conducteur d'une carrière telle que la vôtre ? Le fil conducteur, écoute, je te l'ai dit, hein, pour moi, ça a été l'anatomie, puis la chirurgie, et puis dedans, le choix, la rencontre avec quelqu'un. Je ne sais pas comment ça marche pour les avocats, les ingénieurs, mais pour moi, ça a été une succession de rencontres. Elles peuvent être positives. Vous tombez sur un patron qui vous injurie, vous dites « Salut Pépère ».
Et puis, vous pouvez rencontrer aussi quelqu'un que vous admirez. Et quand vous admirez, vous avez envie de l'imiter en partie. On n'imite jamais, heureusement, on ne fait pas des copies conformes, mais ce qui fait bien, vous avez envie de le faire comme lui, voire mieux que lui, si c'est possible. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer mon patron en orthopédie, qui était monsieur Duquesnoy, qui est décédé depuis, qui était un type bien. Voilà, un homme normal avec lequel on avait, malgré la différence d'âge et de stature, on avait des rapports humains normaux. Et pas un truc, le patron au-dessus et le petit en dessous qui est là juste pour prendre des coups. Quelqu'un qui traitait son collaborateur comme un collaborateur, c'est-à-dire quelqu'un avec lequel on travaille et que, éventuellement, on peut estimer, voire aimer. Alors on va passer à un autre sujet. La crise sanitaire nécessite le savoir et la pratique médicale pour être résolue, mais en parallèle, la diffusion de ce savoir, et notamment de ses limites, mises en évidence par la même crise, conduit-elle au final à une désacralisation du médecin ? Je ne sais pas si ça y participe, parce que pour moi, la désacralisation du médecin, elle a commencé il y a bien longtemps. Elle a commencé il y a au moins 50 ans, quand le médecin a perdu son statut de soignant corvéable à merci. Je dirais, à l'après-deuxième guerre mondiale, vous aviez quelques personnes qui étaient importantes dans un village. Vous aviez le docteur, le pharmacien, le curé, l'instituteur, le maire éventuellement. Le médecin avait sa place là-dedans, pas parce qu'il était savant, mais parce qu'il rendait service à la collectivité. La médecine a évolué avec l'inflation des soins, qui est liée au fait que les gens maintenant ne peuvent plus attendre, ils veulent tout de suite quelque chose. Donc il y a une multiplication des soins qui s'est instaurée, il y a une marchandisation de la médecine qui s'est produite. Et cette monétisation de l'acte médical a fait que la considération pour le médecin allait tomber. Le médecin, on le paye et donc on n'a pas on n'a pas à l'honorer, à le respecter, on le paye. On lui paye sa prestation. Donc pour moi, la désacralisation de la médecine, elle a commencé bien avant l'histoire de la Covid. Alors, James Hughes, sociologue et bioéthicien américain, directeur exécutif de l'Institut pour l'éthique et l'émergence des nouvelles technologies. À terme, et cela, donc je le cite, à terme, et cela est inévitable, la demande pour utiliser ces dispositifs sera croissante chez les personnes en bonne santé. Nous voudrons tous éventuellement remplacer nos parties biologiques et organes par une sorte de prothèse supérieure à mesure que nous vieillirons. Et cela des pieds à la tête, y compris notre cerveau, d'après le journal de La Tribune. Partagez-vous la même critique ? Je ne sais pas si c'est une critique, mais bon, ce qu'il met en évidence, c'est que les progrès technologiques qui sont faits dans un premier temps ici pour améliorer des patients, parce que moi je suis médecin, ce qui m'intéresse, ce sont des patients et pas des gens, comme c'est marqué, des personnes en bonne santé. Après, ces développements biologiques, ces développements techniques, on peut en faire ce que l'on veut. D'ailleurs, la plupart des développements en question, beaucoup de développements ont été faits par les militaires. Les progrès de la chirurgie, les grands progrès, ça s'est fait pendant les guerres. Les techniques d'amputation, j'en parlais dans la chirurgie du pied l'autre jour, les techniques d'amputation du pied, les guerres napoléoniennes. Par exemple, la reconstruction des mutilés de la face, et donc l'essor de la chirurgie maxillofaciale et de la chirurgie plastique. Première guerre mondiale avec les gueules cassées. Internet, c'est d'abord été une invention des militaires avant qu'elle soit mise au service du public. Et la réalité augmentée, c'est encore les militaires qui s'en servent. Alors après, une fois que ça a été mis au point par les militaires,
c'est diffusé, c'est revendu et on en fait des jeux vidéo, on peut en faire des applications médicales. Mais c'est d'abord les militaires. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont les applications pour le patient. Après, qu'il y ait des gens en bonne santé qui aient envie de voir leur capacité augmenter, ça les regarde. Mais cette clientèle-là, elle ne m'intéresse pas. Mais forcément, il y en aura. Il y aura des gens qui voudront, on voit aussi, il y a des gens, une fois qu'on a sorti les congélateurs de longue durée, il y a des gens qui se font congeler quand ils sont décédés, avec l'espoir que dans 30 ans ou 50 ans, on trouvera le traitement de la maladie dont ils sont morts et puis qu'on pourra les guérir. Donc quand on a de l'argent, on peut toujours espérer, on peut toujours vouloir avoir plus. Mais bon, cette démarche-là ne m'intéresse pas. J'imagine. Mais du coup, est-ce que pour les personnes qui désirent avoir une prothèse, est-ce qu'on peut imaginer une nouvelle fracture sociale entre ceux qui veulent se mettre de telles prothèses et ceux qui ne veulent pas avec la société? Qui ne veulent pas ou qui peuvent pas? Qui peuvent pas. Ouais, qui ne peuvent pas. Ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr, à partir du moment où quelque chose sera accessible à une partie et pas à l'autre, il y aura fortement une fracture et ce sera forcément pour ceux qui auront les moyens. Ceux qui ont de l'argent, ils peuvent avoir ce qu'ils veulent. Ils peuvent avoir ça, mais aujourd'hui, ils peuvent aussi s'acheter un rein qu'on va prélever sur un petit Indien qu'on attend au coin de la rue pour lui piquer son rein. Donc, quand on a de l'argent, on peut faire de très bonnes choses et on peut aussi faire des saloperies. Mais oui, ça peut être un élément de fracture sociale. Mais essayons déjà de soigner correctement nos contemporains avant de vouloir augmenter les capacités des gens sains. Aujourd'hui, on évalue le prix des prothèses myoélectriques à environ 10 000 euros. Peut-on prévenir une baisse de ce coût dans les années à venir? Ou le coût dépend-il de la demande constante chaque année? Non, je pense que c'est comme toute innovation. Ça nécessite un investissement au départ et donc il y a une juste rétribution de ceux qui ont cherché et qui ont passé du temps dessus, puis eu des échecs, ont dû jeter des prototypes à la poubelle. Donc c'est normal que ça coûte cher au départ. Et puis ensuite, il y a une période d'essai, on voit si ça apporte vraiment le service attendu ou pas. Et si ça le rend, eh bien ça va se diffuser. Donc il y aura une demande supplémentaire. Et puis, au fur et à mesure, les prix vont baisser. On peut faire un analogue avec les biothérapies. Les biothérapies dans les rhumatismes inflammatoires, c'est sorti donc au fin des années 90, début des années 2000. Ça a été une véritable révolution parce qu'on ne se contentait plus de soigner les malades les plus atteints, avec des traitements symptomatiques ou des traitements empiriques. On avait un vrai médicament qui agissait sur le cycle de l'inflammation. Et ces médicaments coûtaient la peau des fesses. Alors au début, on les a réservés à une patientèle limitée. On a dit, va donner ça aux malades les plus graves. Sauf qu'en les donnant aux malades les plus graves, pendant ce temps-là, les malades les moins graves, ils voyaient leurs articulations se dégrader. Donc il a fallu d'abord prouver que ça marchait, et puis ensuite que ça se diffuse progressivement. Au fur et à mesure que la diffusion s'est faite, ça a coûté moins cher. Puis au bout de 10 ans, le médicament il est amorti et puis il passe dans le domaine public. Et donc, après, les prix ont baissé. Donc oui, le prix des prothèses bioélectriques, il va baisser. Merci beaucoup. Maintenant, nous voyons fleurir de nouvelles startups qui s'intéressent de près à l'élaboration de vêtements intelligents, capables d'empêcher le corps d'adopter de mauvaises postures. Ces technologies permettent par exemple d'améliorer les positions au travail ou de prévenir le mal de dos. Des technologies de pointe notamment développées par Amazon. Car face à une espérance de vie repoussée et des soins de santé qui coûtent cher, de nombreux industriels, particuliers et de médecins cherchent comment prévenir plutôt que de guérir. Ils s'appuient sur la notion de santé définie par l'OMS comme un état complet de bien-être physique, mental et social. En France, pensez-vous que ces dispositifs de prévention et de bien-être devraient être remboursés par la sécurité sociale ? Dans l'absolu, oui. Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. On peut penser que
la prévention coûterait moins cher que la guérison. Mais en pratique, c'est difficile. C'est difficile parce que, mais vous le savez certainement, c'est une question de choix politique. Prévenir, faire des actions de prévention, ça coûte des sous. Donc si on veut développer ce versant-là, il faut plus de sous pour la sécurité sociale. Mais là, le budget de la Sécu, l'ONDAM, il est fixé par le Parlement, tous les ans. Et le Parlement, il arbitre entre des recettes que le français ne souhaite pas voir augmenter, voire plutôt diminuer. Et donc, ce qu'on mettrait dans la santé, on va le prendre ailleurs. On va le prendre dans l'éducation, on va le prendre dans l'armée. Donc, ce sont des choix. Donc, et ce n'est pas au docteur de faire ses choix. Ou alors, il faut qu'il se fasse élire comme député. Il y en a quelques-uns. Donc, ce n'est pas nous, médecins, qui gérons ça. Nous, on subit les conséquences, c'est-à-dire le budget de l'État, le budget de la santé qui a été fixé à l'année, et démerde-toi avec ce budget-là. Donc, si le budget était multiplié par 2, on pourrait certainement faire plus de prévention. On pourrait déjà, et je vais reprendre ma casquette de chirurgien des handicapés, on pourrait déjà essayer de faire plus pour les handicapés. Parce que bien sûr, on leur fait des places de parking un peu partout, mais les accès des handicapés, les chiens pour aveugles, les appareils pour déficients auditifs, il y a des tas d'handicaps, donc des pathologies qui existent avant, et on ne parle pas de prévention, qui ne sont pas toujours bien pris en charge par la sécurité sociale. Regardez le remboursement des lunettes. Bon, enfin là, il y aurait beaucoup à dire sur l'argent que se font les oculistes, les opticiens là-dessus. Et pareil pour les appareils auditifs. Quand vous savez qu'il faut débourser plus de 3 000 € pour avoir une paire d'appareils auditifs, ça fait cher pour la petite mamie retraitée qui a une retraite de 800 €. Donc voilà, en absolu, oui, ce serait bien. En pratique, il faut prendre les sous quelque part. Alors, on peut les prendre dans le budget de l'armée. Mais voilà, c'est un choix politique. C'est dire, on arrête d'envoyer, de faire l'opération Barkhane. On ne construit pas le Charles de Gaulle 2. Voilà. Mais ça, c'est pas nous, docteurs, me semble-t-il, qui devons arbitrer ces choix-là. Il faut avoir une vision plus globale de la politique, et nous, on doit déjà avoir une vision du patient. Après, ça se confronte peut-être aussi à un débat éthique qui est la prévention, c'est-à-dire c'est simplement des statistiques. C'est ce que ça va se produire. Et plutôt que là, on est plutôt dans la réparation, donc le malade il y a déjà la maladie. Oui, mais après, les statistiques, elles peuvent être vérifiées, et puis on n'est pas les seuls à travailler. Il faut aussi qu'on lise ce qui se passe, ce qui est publié dans d'autres pays. Si on voit qu'il y a un truc qui marche, qui est fait ailleurs, on peut l'importer plutôt que de vouloir réinventer la poudre en France. Ça, c'est aussi un avantage quand même du milieu scientifique, c'est quand même internationalisé, et que on sait maintenant ce qui se passe ailleurs. Alors des fois, il faut décrypter aussi. C'est-à-dire que pour une opération, il y a quelqu'un qui a décrit une opération. Ça marche toujours quand il a fait. Bon, après, quand vous la faites, elle marche moins bien. Et quand vous demandez à ces chefs de clinique, dis donc, quand ton patron fait cette opération, ça marche vraiment bien. Voilà, donc on apprend que les docteurs aussi savent présenter les choses des fois sous un jour plus flatteur que la réalité. Justement, là, il y a une crise qui est en train de toucher l'international. Quel recul avez-vous sur la crise sanitaire actuelle ? Recul est un bien grand mot. J'ai quelques réflexions qui me viennent. En tant que chirurgien, en tant que professeur ? Je dirais, je raisonnerais déjà plus en tant qu'être humain. Voilà, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de voir la mise en évidence de l'impréparation des dirigeants du monde entier. C'est pas spécifique aux Français, même si sur certains aspects, le gouvernement français, les gouvernements français successifs ont été assez mauvais. Mais par exemple pour les masques, parce que quand même, la crise qui nous touche actuellement, elle était annoncée. On savait qu'on aurait affaire à faire face à des pathologies
infectieuses au XXIe siècle. On en avait déjà eu au siècle précédent. Hein. Il y avait quand même eu Ebola, le sida, Oui. le SARS H1N1. Bon, Oui, c'est- donc on en a eu des trucs. On savait que ça allait arriver. On sait aussi qu'avec les antibiothérapies faites largue à manu, on a maintenant des bactéries de plus en plus multirésistantes. Donc on le sait qu'on va avoir des problèmes infectieux. Et on peut s'étonner qu'à un moment, on ait décidé de brader les stocks de masques parce qu'ils étaient peut-être périmés et qu'on n'en ait pas recommandé après. Voilà, ça c'est des trucs qui... Ouais, on tombe sur le cul quand on entend ça. Hein. Mais c'est jamais que l'application d'une réduction des moyens. Vous êtes directeur de quelque chose, d'un hôpital, d'une ARS ou au ministère. On vous dit, demain, vous avez un budget avec 10% en moins. Il faut bien faire des choix. Les choix, ils sont parfois faits en dépit du bon sens. Voilà, là, en l'occurrence, ça a été ça. Donc, pour moi, le premier enseignement de la crise, c'est l'impréparation de nos gouvernements à des choses qui étaient annoncées. Maintenant, on peut être confronté à des choses qu'on n'avait pas vues venir. Bon, là, on comprend. Mais cette épidémie-là, une super grippe, c'était prévu. Ça devait arriver. Après, ce qui me marque dans cette crise, c'est l'aggravation du repli sur soi. Alors bien sûr, on nous dit qu'il faut faire de la distanciation sociale pour ne pas se confiner, pour ne pas s'infecter, mais moi ce que je vois, ce sont des gens que l'on croise dans la rue, qui ne vous regardent plus, qui tournent la tête, surtout quand ils n'ont pas de masque et que vous en avez un. Quand ils vous regardent, au lieu d'avoir... Alors c'est difficile parce qu'avec le masque, on n'a pas le sourire. Hein, mais enfin, des fois, quand on sourit, les yeux, on le voit un petit peu, qui ont plutôt le regard haineux ou suspicieux au moins, comme si on est à 3 mètres de distance et on pouvait les infecter, qui ne vous parlent pas, qui ne disent pas bonjour. Bon, mais ça, je dirais, la crise là-dedans, elle ne fait que accentuer quelque chose qui était déjà en route. Vous rentriez dans le métro avant la crise, personne ne vous regarde. Vous avez 68 ans, il y a des gens de 20 ans qui sont assis avec leur téléphone ou leur casque sur les oreilles. Ils vous disent pas, si vous voulez mon siège. Non, ils font comme si vous n'existiez pas. Et ils lèvent pas leur nez, comme ça leur évite de voir qu'il y en a un plus vieux ou une plus vieille devant eux. Donc, mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. Il y a un repli sur soi et un mépris des autres. Hein. Et puis, cette crise, elle a accéléré les événements. Elle a accéléré des bonnes choses et puis des mauvaises. Les bonnes choses, regardez la vitesse avec laquelle les vaccins ont été produits. Enfin, c'est épatant. C'est sûr. Après, on fera le bilan de savoir ceux qui étaient vraiment efficaces de ceux qui l'étaient moins. Et puis, on fera le décompte et on verra si les pourcentages d'efficacité annoncés sont vraiment tenus. Mais voilà, ça a été extraordinaire. Donc, l'homme réussit à mobiliser des moyens pour trouver des solutions aux problèmes qu'il a peut-être des fois contribué à générer. Mais bon, ça, pour vous, moi j'y vois un moteur supplémentaire pour accélérer ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire la perte de l'examen clinique. Alors maintenant, on fait de la télémédecine. C'est quoi la télémédecine ? C'est le malade qui est à l'autre bout de le truc et puis qui vous dit « j'ai mal ici, j'ai mal là ». Mais vous ne pouvez pas l'examiner. Vous ne pouvez pas lui toucher le genou, vous ne pouvez pas lui palper le foie. Et donc, déjà qu'avant, les étudiants, dans leur majorité, étaient un peu réticents à s'approcher du malade, avec cette crise, on leur donne des arguments en plus pour ne pas y toucher. Or, voilà, c'est mon leitmotiv, mais pour moi, la bonne médecine, ça commence par faire un bon diagnostic. Et un bon diagnostic, ça n'est pas de la paraclinique. D'abord, c'est de l'examen clinique après l'interrogatoire. Donc, et ça s'accélère avec la crise. Donc la télémédecine est une erreur alors ? Non, je ne dirais pas que c'est une erreur. Encore une fois, c'est un moyen.
C'est un moyen dont on peut user quand il est nécessaire ou quand on n'a rien de mieux, mais dont on ne doit pas faire la panacée. Vous êtes, vous êtes Thomas Pasquet, vous êtes envoyé dans l'espace, vous avez mal en fosse iliaque droite, c'est peut-être une appendicite, vous ne pouvez pas le palper, il n'y a pas de robot, encore qu'on pourrait imaginer qu'il emmène un robot palpeur. Qui est de la télémédecine pour cette personne-là que le docteur ne peut pas rencontrer, mais un patient que le médecin peut venir voir ou qui peut se déplacer au cabinet, c'est nettement mieux que derrière un écran. La télémédecine, ça peut être aussi utile, même si ça consomme du temps, pour demander à un spécialiste d'analyser un scanner ou une IRM parce que on a un traumatisé, on ne sait pas trop lire le scanner, on demande un avis. Ça oui, mais ça ne peut pas... Ça ne devrait pas remplacer la vraie médecine. Encore une fois, la médecine, c'est d'abord une rencontre d'un être humain avec un autre être humain. Et donc, le média télévisuel, c'est un intrus dans la démarche. Ne pas perdre le social de la fonction de médecin entre les individus. Oui, c'est même pas seulement du social, c'est de l'humain. On exerce quand même un métier qui se fait d'une personne à une autre. Si je poussais le bouchon très loin, c'est comme une relation amoureuse ou haineuse. Voilà, vous avez deux personnes qui ont beaucoup d'attirance ou beaucoup de haine l'une envers l'autre, mais en médecine, voilà, vous allez vous intéresser au malade et le malade, souvent, pas toujours, se remet entre vos mains. De temps en temps, on a des consuméristes médicaux qui vont en voir 10 d'affilée et ils récoltent ce qu'ils méritent, c'est-à-dire qu'ils ont 10 avis différents, ils ne sont pas plus avancés. Mais voilà, ça aussi, ça c'est une plaie de notre société. On ne devrait pas rembourser plus de la consultation de 2 spécialistes dans la même discipline. Je peux comprendre qu'un patient vienne voir Christian Fontaine, orthopédiste, qui lui dit... allez vous faire foutre ou je veux pas vous opérer et qui soit pas content de la consultation et qui dise je vais aller en voir un autre. Donc qu'on envoie un deuxième pour avoir un avis complémentaire ou parce qu'on n'a pas été content du relationnel. Mais des gens qui envoient 10, ça devrait pas être remboursé, ça. On sait d'où vient le trou de la Sécu. Le trou de la sécurité sociale, il est multifactoriel et on y contribue tous à des degrés divers, aussi bien en tant que patient en allant consulter pour des bricoles qui pourraient s'arranger toutes seules, qu'en tant que médecin en prescrivant des choses qui ne sont pas utiles ou en demandant des honoraires disproportionnés. Alors vous avez évoqué l'exemple de Thomas Pesquet qui est dans l'espace, mais est-ce que, par exemple, les déserts médicaux, justement, justifient l'utilisation de la télémédecine ? On peut imaginer Jacqueline dans le Puy-de-Dôme qui n'arrive pas à trouver son médecin et donc qui a recours à la télémédecine. Encore une fois, c'est un moyen et confronté à une difficulté que la patiente se tourne vers cet objet. Pourquoi pas ? Elle a une demande, elle ne peut pas être satisfaite. L'idéal serait qu'il y ait des médecins dans les petites villes et dans les campagnes. Bon, heureusement qu'il y en a quand même quelques-uns parmi vous qui ont envie de s'installer à la campagne, mais je ne pense quand même pas que la tendance va s'inverser, malheureusement. Mais voilà, je n'ai pas de solution à ce problème-là, c'est un problème de société. Alors, il faut dire aussi que les gens ont été habitués à avoir le service au pas de la porte. Si vous allez pratiquer en Afrique, vous verrez que des fois, les malades, il faut qu'ils marchent 3 jours dans la brousse pour aller trouver le docteur ou le rebouteux. Alors, ici, quand il faut faire 20 km, c'est la mer à boire. Bon, il y a quand même des transports en commun. Les gens voudraient tout juste à côté. Et même pour ce qui s'agit d'urgence, on ne peut pas imaginer qu'il y ait un service d'urgence à la porte de tous les patients. Il faut bien que les moyens soient centralisés. Donc, qu'il y ait une organisation, un plan d'organisation des soins, c'est inévitable. Et tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. Celui qui habitera dans un trou,
il aura forcément plus de temps pour gagner le centre hospitalier régional que celui qui habite à côté. Mais voilà, lui, il aura la chance, il aura des arbres tout autour de lui pendant toute sa vie, alors que l'autre, il aura le CHU devant son nez. Pour en revenir à ce que vous dites, c'est un peu aussi la philosophie de la société actuelle, d'avoir tout à portée de main, avec par exemple Amazon qui a énormément fonctionné ces derniers temps, avec je veux mon colis dans les 2 jours, s'il est en retard, je me plains, avec tout ce qu'on voit, les Uber Eats, les fast-food et tout ça, qui veut forcément de l'instantané plus que du qualité, on peut dire. Je ne sais pas si on peut... Si on peut comparer aller jusque-là, parce que les fast-food, c'est un pis-aller. Il n'y a pas de restaurant. Alors donc, tu dois manger le midi, il faut bien que tu te démerdes. C'est soit tu fais ton sandwich, soit tu vas dans un fast-food. Moi, je ne pratique pas ce genre de restaurant. Parce que j'ai la chance de pouvoir me payer autre chose. Mais voilà, ça, le fast-food, il tire son épingle du jeu. Mais bon, c'est la bad food. Après Amazon, je ne sais pas si les gens veulent absolument avoir les choses le surlendemain de la commande. Il y a eu un boom en général de tout ce qui s'est fait à distance. Pas forcément, les commerçants étaient fermés. Moi, je voulais m'acheter un puzzle de 1000 pièces là, pour les vacances de Noël. Le furet était fermé, je l'ai commandé. Sinon, je serais allé l'acheter chez le marchand, à côté. Mais il n'y en a pas. Alors, tu vas le chercher là où ça existe, mais je ne suis pas un fan d'Amazon du tout. Avez-vous un mot à adresser aux étudiants isolés par la crise sanitaire actuelle? Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous adresser à la caméra qui est en face de vous. Alors, d'abord, si je m'adresse aux étudiants en médecine, je dirais que vous n'êtes pas les plus à plaindre, parce qu'on a besoin de vous déjà. Donc, vous rendez service. Là, en plus, on vous fait revenir à la faculté. Donc, c'est bien. Les étudiants, j'espère qu'ils n'y viennent pas que pour rencontrer leurs copains et leurs copines, mais qu'ils trouvent un certain plaisir à retrouver leurs enseignants. En tous les cas, les enseignants, ils y trouvent du plaisir de retrouver les étudiants. Donc, pour les étudiants en médecine, vous n'êtes pas les plus à plaindre. Et même pour les étudiants en général, j'ai une pensée plus émue pour ceux qui sont en dernière année, qui sont éventuellement à la recherche d'un stage qu'ils ne trouvent pas, ou qui vont se retrouver demain sur le marché du travail alors qu'il n'y a pas d'offre à la hauteur de leurs espérances. Donc pour eux, oui. Pour les étudiants en médecine, j'ai aucune crainte. Regardez ce qui se passe, il y en aura toujours besoin de médecins et donc vous ne serez jamais au chômage. Alors après, il y a vos conditions de travail actuelles. Les conditions de travail, je pense qu'il faut que, en dehors des périodes où il est interdit de sortir de chez soi, vous mixiez les rencontres humaines et les gestes de distanciation sociale. Venez à la fac tant qu'il y a des cours qui vous sont autorisés. Travaillez en petits groupes, comme ça c'est toujours fait. On peut travailler en petits groupes dans une pièce en étant un peu éloignés les uns des autres, mais en ayant un contact avec les autres. Les vrais auxquels je penserai plus particulièrement, sont les étudiants qui sont en résidence universitaire et qui n'ont peut-être pas les collègues autour d'eux pour, justement, ou les conditions même pour travailler en petits groupes. Pour cela, oui, ça doit vraiment être très dur. Mais pour les autres, je trouve sûr qu'il y a moyen de trouver des solutions pour que vous continuiez à vous rencontrer. Merci beaucoup, Merci monsieur beaucoup. le professeur Fontaine. Donc c'est donc on l'a appris là pendant l'émission. C'est donc votre dernière année à l'université. Et oui, j'aurai 68 ans le 10 juin et à partir de cet âge-là, on n'est plus jugé apte à enseigner, donc on tire sa révérence. J'ai beaucoup de mes collègues qui, dans le même cas, ont dit au revoir à l'hôpital et à la faculté, qui ont traversé la rue et se sont installés à la clinique d'en face. Ce ne sera pas mon choix. On ne veut plus de moi. C'est parfait parce que j'ai envie de passer du temps avec ma compagne. Et quand il n'y aura plus le Covid, profiter de mes dernières années pour voyager. Merci beaucoup, monsieur le professeur On vous Fontaine. souhaite tout le bonheur et de beaux voyages. Oui, quand je pourrai. J'ai un gros crédit déjà chez Air France et dans les agences de voyage.
Merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci à vous. Au revoir.